Voilà, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'Université de Mons. C'est un rendez-vous qu'on attendait depuis longtemps. Je sais que dans l'Assemblée, il y a beaucoup de passionnés du système solaire, tant au niveau amateur que, je dirais, théorique. Et donc, on a vraiment la très grande chance d'accueillir ce soir Thomas Widmann, qui nous vient de Paris, mais en passant par Tokyo. Il est en provenance directe de là-bas. Donc, il travaille à l'Observatoire de Paris-Meudon, et c'est l'un des spécialistes de Vénus. Et je pense qu'il n'y en a pas énormément, finalement, dans le monde. C'est un sujet qui a peut-être moins de succès que les autres planètes, tu nous en parleras un petit peu. Donc voilà, bienvenue à Mons, et bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Si vous avez des questions. Alors, elle a déjà disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous parler des... je crois que le titre de la conférence, c'était « Les mystères de Vénus ». Comme tous les corps du système solaire, on a encore beaucoup de choses que nous ne connaissons pas sur ces planètes qui sont pourtant si proches de nous. Et dans une période où on commence à parler de planètes autour des autres étoiles que le Soleil, ce qu'on nomme les planètes extrasolaires ou les exoplanètes, on a tendance parfois à se dire que tout est connu dans le système solaire, mais en fait, pas du tout. Comme vous le savez, sur Terre, on a toujours des stations météo, des stations climatiques, des bouées océanographiques qui mesurent l'évolution des courants marins. C'est-à-dire que certes, on connaît de ces planètes beaucoup plus de choses que de ce que sont les exoplanètes, de simples points autour d'autres étoiles. Mais cependant, il existe énormément d'inconnus sur finalement la distribution des gaz en fonction de l'altitude, sur l'évolution climatique à long terme, sur l'existence ou non de volcans en activité. Toutes ces questions sur l'existence d'une structure interne provoquant de la tectonique ou des tremblements de terre sur Vénus, on ne sait pas s'il y en a. Et donc, toutes ces notions sont en fait plus précises et plus proches encore des questions que nous nous posons sur l'évolution de notre planète, la Terre, que du simple champ de l'astrophysique. Et c'est finalement parce que ce sont des planètes à part entière qui sont connues dans de grands détails qu'elles deviennent encore plus intéressantes, je dirais, à étudier, dans une optique de ce qu'on nomme la planétologie comparée, c'est-à-dire l'étude comparative des planètes de notre système solaire. Alors cette planétologie comparée, on va surtout la faire sur les planètes qui ressemblent à la Terre, c'est ce qu'on nomme les planètes telluriques. Ce sont des planètes, tellus, telluris, c'est la Terre en latin, c'est les planètes sur lesquelles il y a un sol en quelque sorte. Et nos deux voisines, Vénus et Mars, qui sont ici représentées à l'échelle de la Terre, sont à la fois très semblables et très différentes. C'est un petit peu comme chacun de nous, on est tous pareils, on a tous deux yeux, un nez, une bouche et deux jambes pour la plupart d'entre nous. Mais nous sommes aussi tous différents. Donc c'est un petit peu cette qualité de ressemblance et de dissemblance qui va nous intéresser pour mieux comprendre l'évolution. On parle par exemple de l'évolution des climats sur Terre, vous savez que c'est un grand sujet de discussion entre chercheurs. Eh bien, puisque la Terre est soumise à des agents extérieurs comme le rayonnement solaire, eh bien Vénus et Mars, qui sont eux aussi soumises à ces influences extérieures, qui sont les mêmes, vont peut-être eux aussi subir des changements climatiques à long terme. Il se trouve en effet que Mars a certainement à une époque eu de l'eau à l'état liquide à sa surface, dans une époque extrêmement lointaine, dans les débuts de l'histoire du système solaire. Sur Vénus, c'est un petit peu plus incertain, mais ça fait partie des questions qui vont interroger, finalement, questionner l'évolution à long terme de notre planète, en comparaison avec ses sœurs très dissemblables, comme vous le voyez, Vénus et Mars. Alors la transparence de l'atmosphère est plus à l'image de Mars que de Vénus. En revanche, la dimension évoque plutôt celle de Vénus. Vous voyez tout de suite une différence qui saute aux yeux, c'est qu'on ne voit pas le sol de Vénus depuis l'espace, alors qu'on le devine assez bien depuis l'espace en ce qui concerne la Terre et en ce qui concerne Mars. Les trois planètes possèdent une atmosphère très différente et dont la pression atmosphérique, vous savez ce qu'on mesure avec les baromètres, est dans un facteur à peu près 100 entre chacune de ces planètes. Donc c'est facile de s'en rappeler. Donc, là où il y a
disons une pression atmosphérique de 1, c'est ce qu'on appelle une atmosphère sur Terre, eh bien c'est à peu près un centième sur Mars, et à peu près 100 fois la pression atmosphérique sur Vénus. Voilà une très très grande différence entre Vénus et la Terre. Vous voyez également que cette planète est couverte de nuages. Ces nuages forment une sorte de double cyclone qui s'enroule autour des deux pôles de la planète, et cette rotation de la planète, de l'atmosphère tout entière, s'effectue dans une durée de 4 jours environ. Et de façon immuable, on observe ça depuis que l'on voit cette structure de l'atmosphère de Vénus avec plus de détails qu'auparavant, depuis les années 50, 60 à peu près du XXe siècle. Donc ces planètes ont des caractéristiques, comme je vous le disais, à la fois communes et différentes. On ne va pas faire la liste complète de ces caractéristiques, elles vous sont simplement ici présentées à titre de, je dirais, de référence ou de mémoire pour fixer un certain nombre d'idées. Alors tout d'abord, ces 3 planètes sont dans une région très voisine les unes des autres. Quand on part du Soleil, si l'on considère que 1 c'est la distance de la Terre au Soleil, eh bien vous voyez Vénus ça fait 0,7 environ et Mars 1,5. Donc ces 3 planètes sont à des distances assez voisines l'une de l'autre, même si elles circulent sur des orbites qui les éloignent en permanence l'une de l'autre et qui les rapprochent. Mais en moyenne, ces distances sont assez voisines. C'est ce qu'on appelle la zone habitable dans un système solaire, dans un système stellaire, puisqu'on voit maintenant des planètes autour d'autres étoiles. On s'intéresse beaucoup à cette zone où il fait ni trop chaud ni trop froid, pour qu'une planète puisse peut-être avoir une évolution semblable à celle qu'a connue notre planète, c'est-à-dire un océan d'eau liquide à sa surface et des gaz à effet de serre qui vont maintenir une pression suffisante et une température suffisante pour permettre que l'eau subsiste à l'état liquide à sa surface, ce qui a été notre chance sur Terre. Autant la gravité, le rayon, la masse sont des quantités assez voisines sur Vénus et sur la Terre. Vous voyez que la gravité vénusienne est à peu de choses près la même gravité que sur Terre. Donc il faut à peu près la même vitesse pour un satellite pour s'éloigner de cette planète, si c'était nécessaire un jour de s'en écarter. En revanche, il y a des différences considérables. Vous voyez ici la pression au sol qui est près de 100 fois la pression terrestre et la température en conséquence qui est extrêmement élevée également. La température au sol de Vénus est de l'ordre de 500 degrés terrestres. C'est-à-dire qu'il fait une température, une fournaise à la surface. J'ai tendance à ne pas le dire au début parce que ça a tendance à donner de Vénus une image catastrophique et on se dit qu'il ne serait certainement pas très agréable d'habiter sur ces planètes, ce qui est sans doute le cas en ce qui concerne la surface. En revanche, à l'altitude des nuages, que nous voyons sur toutes ces images, les nuages sont à peu près à 50-60 km d'altitude. Ils sont très, très en altitude par rapport aux nuages terrestres qui se répartissent entre 0 et 10 000 mètres environ. Sur Vénus, la couche nuageuse, comme on l'a pu le mesurer grâce à des sondes spatiales qui sont descendues à travers ces nuages, s'étend d'environ 45 à 70 km d'altitude, sur une épaisseur donc très épaisse et à une altitude considérable. En revanche, à cette altitude, la pression atmosphérique a baissé, comme en montagne, vous savez, elle baisse quand on s'élève par rapport à la surface d'une planète, c'est la même chose sur Vénus, sur toutes les planètes, et en conséquence, en fait, la pression atmosphérique au niveau des nuages est plutôt voisine de la pression terrestre, et la température aussi. C'est-à-dire que s'il y avait un espace un jour habitable sur cette planète Vénus, c'est plutôt au niveau des nuages qu'il faudrait imaginer des cités flottantes atmosphériques, disons, où là on pourrait sans doute adapter peut-être la vie terrestre, mais il est peu probable qu'on y arrive au niveau du sol, ça c'est vrai. Vénus est une planète qui est très visible dans le ciel, c'est même l'astre le plus brillant du ciel après la Lune. Donc c'est le 3e dans l'ordre des brillances. Vous avez ici une image d'un bord marin. On voit la Lune qui est ici et Vénus qui est dans le ciel un petit peu plus loin. Donc cette planète est très visible. Elle nous renvoie la lumière du Soleil, comme toutes les planètes du système solaire, comme la Lune. On peut même voir l'ombre, quelquefois le reflet de Vénus dans l'océan. C'est très joli. Et ces corps sont bien sûr mobiles par rapport aux étoiles qui sont fixes et qui dessinent les constellations du ciel. Les corps comme la Lune, Vénus et même le Soleil, qui, à l'époque où l'astronomie est née, étaient perçus comme des astres un peu de même nature par rapport aux étoiles, beaucoup plus proches de nous. Vénus a fait partie des astres les mieux observés depuis l'Antiquité dans toutes les civilisations.
Alors, je vais faire des petits rappels historiques, parce que cette planète est très difficile à dissocier de l'histoire de l'astronomie, tellement elle l'a imprégnée, à la fois au plan de la mythologie, mais également au plan des sciences. Et on va voir qu'au travers des progrès dans l'histoire des sciences concernant Vénus, vous allez voir que beaucoup de choses se sont révélées grâce à cette planète. Alors tout d'abord, les toutes premières observations astronomiques de l'histoire sont des observations de Vénus. C'est la plus ancienne observation astronomique, c'est une table des levées et des couchers de Vénus, une tablette babylonienne qui est en cunéiforme, cette écriture, vous savez, qui se dessine sur des petites tablettes d'argile et un petit stylo qui creuse l'argile. C'est une tablette qui est au British Museum et elle représente un certain nombre d'éphémérides de la planète Vénus vue de Babylone au XVIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est donc cette technique qui nous a permis d'avoir les premiers enregistrements historiques de ces planètes et de ces positions et de ces levées, en particulier d'éclipses également, ce qui a permis à Ptolémée, un astronome de l'époque romaine, donc l'époque un peu après la naissance du Christ, d'exploiter ces tablettes qui étaient entreposées par miracle dans des bibliothèques à Alexandrie ou ailleurs, et de pouvoir faire des séries temporelles très longues de dates d'éclipses et de chronologie, qui lui a permis d'affiner encore ces modèles de prédiction des mouvements des corps célestes. Donc il y a eu déjà dans l'Antiquité des centaines d'années de catalogues accumulés et de précisions cumulées ainsi pour faire des éphémérides les plus précises possibles pour prédire les phénomènes astronomiques. Alors les civilisations anciennes, je vais aller assez vite, ont toujours témoigné leur intérêt pour les représentations du ciel, et les toutes premières sont les civilisations babyloniennes, disons en Mésopotamie en général, Babylone en étant l'une des plus importantes, où on a ces représentations du Soleil, de la Lune et de Vénus parmi les trois astres les plus brillants du ciel, comme je vous le disais, qui en quelque sorte gouvernent et président à l'évolution des choses et au règne des monarques successifs. Ce qui est intéressant aussi sur ces pierres qu'on appelle des kudurut, ce sont des stèles qu'on donne aux généraux méritants ou aux dignitaires du régime sumérien. On représente également les constellations du zodiaque au dos, avec la position des planètes ce jour-là. Donc ce sont en fait les premières représentations. Vous avez ici la constellation du Scorpion, tout en bas, puis d'autres, qui sont des constellations babyloniennes, bien plus anciennes que la civilisation gréco-romaine. Alors ces tables d'éphémérides de Ptolémée ont été retranscrites dans toutes les langues. Voici une version en grec, mais il y a eu des versions en araméen, en arabe, en persan, qui se sont ainsi transmises au cours des siècles d'obscur de la chute de l'Empire romain jusqu'à nous, jusqu'à l'époque où la Renaissance les a redécouverts. Alors, il y a eu aussi d'autres civilisations qui ont malheureusement disparu, activement exterminées par nos civilisations à nous, en particulier les Mayas, qui ont eux aussi produit des quantités considérables de catalogues, de dates, de couchers, de levées de Vénus. Voici un élément de calendrier de Vénus dans ce qu'on appelle le Codex de Dresde, qui est un ensemble de rouleaux d'images et de livres mayas découverts par Alexandre Humboldt, ce grand explorateur du XVIIIe siècle allemand. Il a découvert par hasard dans des boîtes d'archives de la Bibliothèque royale ces témoignages absolument inestimables de l'astronomie des Mayas, qui étaient quasiment perdus dans une boîte à chaussures dans un coin de la bibliothèque. Malheureusement, les Allemands les avaient protégés contre les bombardements alliés dans des sous-sols, des chambres fortes dans le sous-sol de la bibliothèque. Et la puissance du bombardement allié de Dresde en février 1945 a failli noyer entièrement ces manuscrits très précieux. Et il a simplement été effacé sur une partie. Vous voyez, ça, c'est le résultat du bombardement allié de 1945. On s'aperçoit ainsi que ces témoignages qui ont 1000 ans, parfois plus, tiennent à une succession de hasards qui donnent finalement cette sensation de fragilité inestimable aussi de témoignage des temps anciens. Et il faut vraiment avoir ça à l'esprit, qu'à chaque époque, on efface beaucoup plus de documents qu'on en garde, finalement. À l'époque
où des pères de l'église, on effaçait, comme il n'y avait pas beaucoup de papier, c'était très cher le papier, on effaçait les textes anciens et on les remplaçait par d'autres en lavant les manuscrits. Ça s'est fait à toute époque. Et donc, dans une époque où tout va de plus en plus vite, aujourd'hui, on a tendance à ne plus trop savoir ce qui a de la valeur en écrit, en particulier dans l'écrit, et de ce qui n'en a pas. Donc, je dirais l'exemple de l'histoire des sciences, et en particulier l'histoire de l'astronomie, vient un peu au secours de cette idée qu'il y a quelquefois des choses qu'on garde sans trop savoir et qui s'avèrent d'une importance capitale dans les siècles suivants. Alors Galilée, à la Renaissance, a observé Vénus en particulier, et c'est lui qui a découvert les phases de la planète. Alors pourquoi c'est important? C'est parce que ces phases de la planète ont révélé la forme du système solaire. C'est-à-dire que dans le système de Ptolémée, le système ancien, qu'on appelle le système géocentrique, où la Terre est fixe, eh bien les planètes circulent sur des épicycles autour de la Terre qui est fixe et le Soleil est mobile, alors que dans le système de Copernic, les planètes circulent toutes autour du Soleil. Et vous voyez que la forme des phases que montre la planète vue depuis la Terre en est différente. Alors Galilée était absolument enthousiaste de sa découverte, et comme il y avait des faussaires à l'époque qui s'emparaient des découvertes de Galilée, il y a notamment un certain Simon Marius qui a prétendu partout à Florence être le vrai découvreur des satellites de Galilée. Et Galilée a eu beaucoup d'années à supporter ce monsieur. Il a envoyé la découverte des phases de Vénus à Kepler, qui était l'autre grand astronome de l'époque, sous la forme d'un anagramme que voici. Il écrit à Kepler avec les lettres entièrement mélangées, un courrier, et que Kepler, après de multiples efforts, traduit selon cette phrase latine qui indique que la planète Vénus montre au ciel les mêmes phases que la Lune. Et donc ça validait le système de Copernic, qui était encore à ses débuts, au début du XVIIe siècle, à l'époque de Galilée. Et d'ailleurs ça ne marchait pas du tout, c'est-à-dire que en 1000 ans, on avait perfectionné le système de Ptolémée jusqu'à l'outrance. On avait des tas de petits épicycles qui se rajoutaient aux autres afin de reproduire au mieux les mouvements planétaires. D'ailleurs, le mythe du géocentrisme était déjà abandonné depuis très longtemps. Toutes les orbites étaient décalées pour, en quelque sorte, mieux reproduire les phénomènes qui s'avèrent être elliptiques. Et donc le système de Copernic, une fois qu'il avait été bien dans son épure parfaite, concentrique, platonicienne, que vous connaissez, eh bien les dynamiciens, les observateurs planétaires ont eu un mal fou à l'adapter aux véritables positions des planètes. Il fallait réintroduire des épicycles. Il y a eu une 60aine d'années, finalement, avant que les lois de Kepler ne se soient imposées, après 1620-1630, où on a eu beaucoup de mal à utiliser le système de Copernic pour un usage astronomique. À l'époque, d'ailleurs, on ne savait pas pourquoi les planètes tournaient. Qu'est-ce qui les faisait tourner? On avait à peu près acquis l'héliocentrisme, mais il fallait aussi expliquer pourquoi Vénus, Mars, Jupiter étaient entraînés. Donc on avait beaucoup de théories, et celle de Descartes est assez connue, les tourbillons qui entraînent dans leur mouvement les mouvements planétaires. Descartes a d'ailleurs lui-même, en quelque sorte, anticipé la découverte des planètes extrasolaires, des exoplanètes, puisqu'il a imaginé que ces tourbillons entraînant les planètes se trouveraient autour de chacune des étoiles, ce qui était une avancée philosophique très importante et qui n'est pas très connue. Voilà. Alors on n'était pas aussi très à l'aise non plus dans les calculs optiques. On s'imaginait que plus on mettait de lentilles successives, plus ça marcherait. Donc c'est pas tout à fait ça, mais enfin il y avait des monstres comme ça qui naissaient dans l'esprit de certains astronomes pour observer le mieux possible les étoiles ou les planètes. Et puis le roi Louis XIV a mis un petit peu d'ordre dans tout cela. Dans un décret de Colbert, il a fondé l'Observatoire royal, où j'ai la chance de travailler encore, puisque c'est l'un des plus anciens, c'est le plus ancien observatoire européen qui n'a jamais cessé son activité depuis sa fondation en 1667. Et il a été fondé en fait pour l'Académie royale, fondée par le même décret de Colbert, pour l'usage de tous les savants, pas seulement les astronomes, mais les géodésiens, les hydrologues, les botanistes qui voulaient y entreposer des collections. D'ailleurs, ça a été un peu le bric-à-brac pendant 100 ans. Il y avait des squelettes, il y avait plein de choses dans l'Observatoire de Paris. Alors, l'observation astronomique a fait des progrès. On a commencé à comprendre, par exemple, la nature de l'anneau de Saturne. Ça, c'est Huygens. Ensuite, le premier dessin planétaire, de surface planétaire, c'est Huygens, avec son télescope. Voici le premier dessin de la surface de Mars, de l'histoire. Il n'est pas très parlant, mais enfin c'est le premier, donc c'est important. C'est important parce qu'en fait on ne voit pas la surface de Vénus.
La première détection d'une atmosphère autour d'une autre étoile, d'une autre planète que nous, c'est en fait Vénus. Lors du passage de Vénus devant le Soleil en 1761, ce passage est très rare, comme on va en reparler un petit peu, un grand savant russe qui n'est pas très connu, mais qui est en fait l'un des plus grands savants du XVIIIe siècle, qui s'appelle Lomonosov, qui était un savant universel comme les grands savants de l'époque. Il était à la fois astronome, poète, botaniste, grand écrivain et mathématicien. Lomonosov observe au moment où la planète va s'interposer entre le Soleil et la Terre, une sorte d'arc de lumière qu'il décrit comme étant la preuve d'un effet de loupe, une sorte d'effet de lentille qui va témoigner d'une réfraction et donc de la présence d'un gaz qui réfracte la lumière solaire en arrière-plan. Et on va donc considérer que Lomonosov est en fait le premier découvreur de l'atmosphère de Vénus en 1761. Alors ces passages de Vénus devant le Soleil sont très rares parce qu'il faut deux conditions pour qu'ils se produisent. Il faut d'abord que les planètes soient en conjonction, c'est-à-dire que Vénus passe à peu près entre la Terre et le Soleil. Comme les périodes ne sont pas les mêmes, eh bien ça n'arrive que tous les 19 mois environ, ou 15 mois, je ne sais plus très bien. Entre 15 et 19 mois. La période synodique, ce qu'on appelle la période synodique. En revanche, pour qu'il y ait un passage, il faut que cette conjonction ait lieu à l'intersection des deux orbites, des deux plans des deux orbites des planètes, vous voyez, sur la ligne AB. Si le passage ici n'a lieu à cet endroit-là, la planète Vénus sera soit un petit peu au-dessus du Soleil, soit un petit peu en dessous. Donc vous avez deux passages qui sont en général par deux, séparés de 8 ans. Donc les deux passages du XVIIIe siècle, 1761-1769, toujours l'un qui est au nord, l'un qui est au sud du Soleil. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi ici, c'est un peu compliqué. Il y a les deux passages du XIXe siècle, 1882-1874. Alors là, on avait inventé la photographie, je vais vous en dire un mot dans un instant. Au XXe siècle, il n'y en a eu aucun, parce que ces deux passages à 8 ans d'intervalle sont séparés d'un peu plus d'un siècle. Donc ça a sauté le XXe siècle, et nous avons donc eu le premier du XXIe siècle en 2004, et le dernier du XXIe siècle aura lieu l'an prochain, en 2012. Et les deux prochains passages auront lieu au XXIe siècle, en 2117 et en 2125. Nous ne serons plus là. Donc il ne faut pas rater, si vous voulez voir un transit de Vénus, l'année prochaine, c'est votre chance. Alors, pourquoi est-ce qu'on voulait absolument observer ces passages de Vénus devant le Soleil? C'est parce que c'était, à l'époque, on était persuadé que c'était le meilleur moyen de mesurer le système solaire. En effet, grâce à Kepler, dont je vous parlais à l'instant, on sait que toutes les planètes sont comme un grand mouvement d'horlogerie, c'est-à-dire qu'elles ont des périodes proportionnelles les unes aux autres. Voilà. Donc quand on connaît la distance d'une planète au Soleil, on connaît par déduction la distance de toutes les autres, en particulier la Terre. Voilà. Donc on a déjà essayé ça avec Mars, c'est Cassini qui avait essayé ça en 1672 avec une expédition en Guyane comparée à une mesure faite à Paris, c'était un petit peu incertain. Donc on se disait avec le passage de Vénus, on aura une mesure de ce qu'on appelle l'unité astronomique, c'est-à-dire la distance Terre-Soleil. Et puis au XIXe siècle, on a voulu imaginer que ça permettrait aussi de mesurer mieux cette atmosphère détectée par Lomonosov, et peut-être de savoir s'il y avait de l'oxygène et de la vie. Déjà, quand on lit les articles scientifiques de 1873, on s'aperçoit que le but de ces expéditions était déjà de détecter la vie sur Vénus. Alors James Cook, c'était juste après la guerre de 7 ans entre Louis XV et la couronne britannique, donc c'était un moment tendu entre la France et l'Angleterre comme il y en a eu tant dans l'histoire. Et James Cook se méfiait des Français, mais il avait quand même réussi à faire accepter une expédition à Tahiti pour observer le transit, puisqu'il était visible du Pacifique. Mais il a quand même fortifié son installation et son observatoire au cas où les Français et les Tahitiens aient montré une certaine animosité à l'égard des Anglais. Et au XIXe siècle, on a commencé à décrire ces phénomènes lumineux au passage de Vénus au travers de ce qu'on appelle le terminateur, c'est-à-dire le bord du Soleil sur le fond du ciel. Le limbe du Soleil, pardon, excusez-moi.
Alors le fier barbu qui est assis, là c'est un monsieur qui s'appelle Jules Janssen, qui est le fondateur de l'observatoire de Meudon, juste à côté de Paris, qui est une extension de l'observatoire de Paris. Et c'était un grand astronome solaire et bien décidé à aller observer ce transit de 1874 au Japon. Et à l'époque, les plaques photographiques avaient déjà été inventées. Et il a inventé un système quasiment cinématographique, vous voyez, cette espèce de rond qu'il a appelé le revolver photographique. Et ce rond permettait de faire une plaque photographique les unes après les autres, de façon très très soutenue, à un rythme très rapide, afin de ne pas manquer l'instant où Vénus s'interposerait exactement au passage devant le Soleil, ce qui permettrait de mesurer la distance Terre-Soleil. Et voilà son installation au Japon, puisqu'il est allé là-bas, en essuyant une tempête en mer de Chine. Enfin, c'était une expédition encore très compliquée. Et vers la fin de sa vie, Janssen a rencontré les frères Lumière. Et il existe une petite recherche historique en ce moment pour se demander si cet instrument n'a pas été l'un des instruments qui auraient inspiré les premiers appareils de cinématographe des frères Lumière. Donc on serait assez intéressé de savoir si Vénus n'a pas été finalement à l'origine de progrès techniques qui auraient pu être à l'origine du cinéma. Une autre dimension de l'observation astronomique qui est née aussi au XIXe siècle, c'est la spectroscopie. Alors c'est un terme un petit peu qui fait toujours un petit peu peur parce qu'on ne voit plus les images, on ne voit plus que des dimensions un petit peu spectrales des choses. La spectroscopie est née dans un atelier où un jeune apprenti du nom de Joseph von Fraunhofer fabriquait des spectrographes avec des prismes, et il s'est aperçu qu'avec ces prismes on arrivait même à voir des petites structure très fine dans l'arc-en-ciel du Soleil. On ne voyait pas que les couleurs de l'arc-en-ciel, mais on voyait des petites lignes. Alors c'est devenu une science à part entière, et c'est ainsi que l'astrophysique moderne est née, et on s'est aperçu que la plupart des étoiles brillantes possédaient cette multitude de petites raies spectrales, qui sont en fait des signatures de gaz et d'éléments chimiques connus. Quand on fait à l'époque déjà des flammes dans un laboratoire, avec un sel de sodium par exemple, ou un sel de phosphore, eh bien, quand on fait passer cette lueur dans un prisme, on s'aperçoit qu'il y existe des petites raies lumineuses. Et c'est ainsi qu'on a pu mesurer la composition chimique des étoiles dès le XIXe siècle, par cette méthode. Alors c'est aussi un peu comme ça qu'on a pu mesurer à distance la composition chimique des atmosphères planétaires. Donc là, on rentre dans un domaine un petit peu plus technique de l'exploration de Vénus, dont je voudrais un petit peu vous parler, qui est la composition de son atmosphère. Car ces grands éléments dont on a parlé, c'est-à-dire la pression, la température, la dimension, ça nous donne un petit peu des généralités, disons, ça cadre un peu le cadre physique auquel est soumise la matière dans le rayonnement solaire de Vénus. Mais dans les détails, on s'aperçoit qu'il existe une très très grande quantité de gaz dans des proportions extrêmement, parfois très faibles. Ce sont des parties par million. Des gaz comme le dioxyde de soufre, l'argon, l'acide chlorhydrique, etc. Ce sont des gaz qui sont en fait, qui témoignent, c'est un peu comme les analyses médicales, si vous voulez, vous allez chez le médecin, vous avez des molécules dont vous n'avez jamais entendu parler du nom, qui vont révéler, voilà, c'est un petit peu pour nous, c'est un petit peu la même chose, en moins grave, c'est-à-dire qu'il s'agit de révéler par certaines de ces molécules traces des processus qui vont témoigner en quelque sorte, être le diagnostic de certains phénomènes comme le volcanisme actif, ou s'il y a eu un jour un océan sur cette planète. Voilà. Donc il y a plusieurs critères qui vont ainsi se révéler dans les proportions intimes de ces petits gaz qui complètent les gaz majeurs. Alors les gaz majeurs, ce sont le CO2, le dioxyde de carbone, ce gaz que nous avons tendance à rejeter en respirant, qui est à 96% la composition de l'atmosphère de Vénus, et il existe également de l'azote à 3,5%, qui sont donc les deux gaz principaux de l'atmosphère. Alors sur Terre, vous le savez, l'azote c'est le gaz principal de notre atmosphère, à 80% environ, mais l'atmosphère de Vénus est tellement épaisse, les molécules sont tellement nombreuses dans cette atmosphère pour produire une pression si forte au sol, qu'en fait la quantité d'azote sur Terre est à peu près égale en valeur absolue à ces 3% et demi sur la planète Vénus. C'est-à-dire que en proportion c'est bien moindre, mais en valeur absolue c'est à peu près la même chose.
Alors ceci n'est pas un tas de ferraille assemblé avec un morceau de bicyclette et de ce qu'on aurait pu trouver dans votre cave lors du dernier débarras. Il s'agit de la première mission spatiale vers Vénus, figurez-vous. C'est assez stupéfiant comme photographie, j'ai eu un peu de mal à la trouver. C'est le premier véhicule spatial conçu par les Russes pour aller observer Vénus de près. La sonde, c'est vrai que ça ne peut pas, on ne peut pas ne pas s'arracher un sourire en voyant cet objet. On a du mal à imaginer que ça a été lancé sur une fusée, et bien pourtant ça a été le cas. Eh bien, c'est une sonde qui n'a malheureusement que raté sa cible, mais qui montre que dès le début de l'exploration spatiale, puisque ça remonte à 1961, donc à peine 4 ans après Gagarine, pardon, l'année même de Gagarine, après 4 ans seulement après le Spoutnik de 57, eh bien, on a déjà voulu s'arracher à la gravité terrestre pour aller au-delà, observer les planètes voisines. Donc cette première mission vers Vénus, voici une autre vue de cet appareil un petit peu plus à l'avantage, disons, de l'appareil. Elle a été lancée par les soviétiques le 12 février 61, donc avant même Gagarine. Le vol de Gagarine, c'est avril 61, premier homme dans l'espace. Et malheureusement, le contact a été perdu une semaine après, mais tout de même, la sonde a été un succès au moins quelques heures, disons. On sait qu'elle est passée à 100 000 km de Vénus le 19 mai suivant, et elle s'est satellisée en orbite solaire. Et alors les soviétiques à l'époque avaient beaucoup d'imagination, et ils transformaient très souvent les échecs astronautiques en succès. Ça a été le cas en particulier lors du premier lancement raté vers la Lune, en quelques années auparavant, le 1er janvier 1959. La sonde a dépassé la Lune et s'est retrouvée en orbite solaire. Et en fait, les agences officielles soviétiques avaient dit à l'époque que les Russes avaient, après le premier satellite artificiel, avaient lancé la première planète artificielle du système solaire. Voilà. Ce qui était assez joliment trouvé. Et donc le New York Times n'a pu que faire un titre dans des caractères absolument gigantesques. Voici le schéma de la nouvelle planète artificielle lancée par les Russes, entre Vénus et la Terre, alors que c'était simplement une mission lunaire qui avait échoué. Vous voyez qu'ils ont quand même fait très fort. Les soviétiques disent qu'une fusée a dépassé la Lune et est maintenant en orbite autour du Soleil. Les instruments, sur son passage, ont recherché des données sur la Lune. Et alors le même jour, coup d'État des forces armées de Fidel Castro à Cuba, l'Alaska devient le 49e État des États-Unis. Et vous voyez que ça vient en second plan. C'est une époque où les nouvelles spatiales qui se succédaient avaient une importance incroyable. On fête d'ailleurs cette année, enfin l'an prochain plus exactement, les 50 ans de la première mission américaine vers Vénus en 1962, qui était, elle, un succès scientifique. Succès scientifique qui a permis à faire la première Vénus en fleurs du défilé des roses, qui est un défilé de Pasadena, dans une ville près de Los Angeles, où il y a un grand centre spatial aujourd'hui qui s'appelle le JPL, à côté en tout cas. Dans cette université de Caltech, à proximité, eh bien, ce succès de Mariner 2 a provoqué cette gigantesque Vénus faite avec des fleurs, ce qui est une tradition, hein, évidemment, que nous aimerons bien reproduire, puisqu'on a actuellement du mal à convaincre les agences spatiales de retourner vers Vénus, après pourtant un succès actuel qui est sans précédent, qui est la mission européenne Vénus Express, qui a été lancé en 2005, qui est en orbite autour de Vénus depuis 2006 et qui est toujours en fonctionnement avec des instruments européens conçus par la France, la Belgique et d'autres pays et qui sont une moisson de données scientifiques extraordinaires sur notre planète sœur, en quelque sorte, de la Terre. Vous avez ici, à l'échelle, la trajectoire qu'il faut fournir, qu'il faut impulser à cette sonde pour qu'elle aille jusqu'à la planète. Et évidemment, après, il faut freiner pour se retrouver en orbite autour de Vénus. Voici la phase de freinage qui est représentée ici. Donc lorsque la sonde se rapproche, eh bien, elle est en fait en train d'avancer dans ce sens. Et il faut freiner avec un moteur fusée dirigé vers l'avant qui va réduire la vitesse et va donc permettre à la sonde de se mettre en orbite dans le champ de pesanteur de la planète Vénus. Donc cette phase de ce qu'on appelle l'insertion en orbite vénusienne est une phase extrêmement critique parce qu'elle survient plusieurs mois après le lancement. Et donc, il est trop haut, trop bas? D'accord, merci. C'est une sonde japonaise qui a été lancée il y a seulement un an, qui a malheureusement eu un dysfonctionnement de ce moteur de mise en insertion de l'orbite, qui fait que la sonde a malheureusement une orbite solaire, comme cette
fameuse sonde soviétique dont je vous parlais juste avant. Et donc, il ne désespère pas pour autant de récupérer cette sonde dans plusieurs tours. Après plusieurs tours autour du Soleil, elle sera dans une configuration qui permettra de la récupérer. Alors, parmi les instruments, alors une sonde spatiale, c'est en fait deux choses. C'est en quelque sorte le support, qui est le satellite lui-même, qui est en fait une sorte de pièce avec de l'électricité qui est fournie par les panneaux solaires. Il y a un système de refroidissement pour éviter le chauffage excessif d'un côté et le froid trop extrême de l'autre, puisque l'ensemble est situé dans le vide et soumis très fortement aux radiations solaires d'un côté mais pas de l'autre. Donc ce sont des tests qui sont en quelque sorte auxquels sont soumis ces instruments scientifiques et qui doivent durer de plusieurs années une fois qu'ils sont lancés, et évidemment il est hors de question de les réparer sur place. Donc vous avez ici plusieurs instruments, l'un qui a été conçu en partie à l'Observatoire de Meudon et également en Italie, et l'autre qui s'appelle ici SOIR, qui est accroché à un système d'observation de l'atmosphère par l'occultation du Soleil à travers l'atmosphère de Vénus, donc qui va permettre de sonder optiquement au fur et à mesure que le Soleil s'enfonce dans l'atmosphère les constituants de l'atmosphère de Vénus, et également un système pour faire ce même procédé avec les étoiles. Et nous avons l'honneur d'avoir parmi nous ce soir les responsables de cet instrument scientifique belge, donc à bord de la mission Vénus Express, et j'aurai le plaisir de vous les présenter à la fin de la cérémonie. Alors la planète Vénus n'est pas pour autant abandonnée des observatoires terrestres, puisque il existe beaucoup de choses que peut faire une sonde spatiale, mais il existe aussi beaucoup de choses qu'elle ne peut pas faire. Donc on est obligé de compter aussi sur des observatoires terrestres pour continuer à observer, à acquérir des données sur ces planètes. Ce qui n'est pas toujours facile, parce que Vénus, autant les planètes habituelles lointaines, Pluton, Triton, Saturne, sont souvent du côté nuit de la Terre, alors que Vénus, comme Mercure, est plutôt du côté jour. On voit Vénus le soir ou le matin, mais jamais en pleine nuit, puisqu'elle est toujours dirigée à peu près dans la direction du Soleil, à plus ou moins 45 degrés environ. Donc ça pose un problème, parce que les observatoires astronomiques rechignent à faire monter leur personnel le jour, d'abord parce qu'ils dorment le jour habituellement, donc ça fait des changements d'horaire, ce qui est toujours compliqué dans une structure professionnelle, mais également des problèmes optiques possibles avec le fait que les optiques du télescope, qui sont faites pour observer des objets très lointains et très faibles, comme des galaxies, eh bien, ne sont pas forcément adaptés à des objets aussi brillants que Vénus. Voilà, donc ça pose quelquefois des problèmes. Et donc on doit compter également sur, comme je vous le disais à l'instant, sur le fait que Vénus n'est que quelques mois seulement accessible, sinon elle est noyée dans le rayonnement solaire, et elle est visible soit le soir, soit le matin, selon ce mouvement de va-et-vient, qui fait d'ailleurs que de temps en temps elle passe exactement devant le Soleil. Alors toutefois, ces observations depuis le sol permettent de faire également beaucoup de mesures très précises. Là, on est du côté nuit. Je sais que certains d'entre vous, puisque Francesco me l'a dit en arrivant, s'intéressent à l'observation de Vénus du côté nuit, depuis le sol, avec des filtres infrarouges qui permettent de voir à travers l'atmosphère. Et effectivement, c'est une technique qui est exploitée par la mission Vénus Express, mais qui peut aussi s'exploiter depuis le sol. En fait, c'est difficile de se rendre compte sur cette projection, mais il existe un croissant de Vénus là très brillant qui est du côté Soleil, et là c'est une image en noir et blanc mais du côté nuit. Et en fait la planète est tellement chaude, puisque la température que je vous disais être de l'ordre de 500 degrés, disons, 460 degrés, ça fait comme un rayonnement infrarouge, un peu comme les radiateurs d'une pièce. Et donc ce rayonnement infrarouge, quand on observe avec une caméra infrarouge, le côté de la nuit, eh bien, il va permettre de voir en silhouette toute une partie de la basse atmosphère qui n'est pas accessible à l'observation visible. Et donc, ce qu'on appelle ces fenêtres infrarouges vont permettre d'étudier la structure, en particulier la structure éolienne, c'est-à-dire les vents dans la basse couche des nuages qu'on ne voit pas, parce qu'on ne voit qu'en haut en voyant dans la lumière visible. Et ça va permettre de mieux comprendre le gradient de vitesse des vents entre le bas de la couche des nuages et le haut de la couche des nuages. Parce que cette rotation de la planète, de l'atmosphère de la planète tout entière en 4 jours est encore pas très bien comprise. On a du mal à comprendre qu'est-ce qui entretient ce mouvement en permanence et comment il se structure de cette façon-là de manière pérenne, quoi.
On cherche à comprendre bien quelles sont les conditions limites de ce mouvement, comment ça diminue quand on s'éloigne vers le bas, comment ça diminue quand on s'éloigne vers le haut. Alors la spectroscopie se perfectionne également énormément avec des instruments de plus en plus sophistiqués au sol, qui nécessitent une grande dimension, donc on ne peut pas non plus mettre à bord d'une sonde spatiale. Le son n'est pas trop fort là, ça va quand je parle comme ça? Je ne me rends pas bien compte. Ça va? Ok. Et donc le grand télescope qui s'appelle le VLT, le Very Large Telescope au Chili, a observé Vénus avec aussi de grandes difficultés parce que c'était encore une fois aux heures inhabituelles de fonctionnement de cet observatoire. Et tout le monde n'est pas passionné au point de changer ses heures de repas, donc c'est compliqué. Parce que c'est souvent à l'heure du repas qu'il faut observer Vénus. Et ces mesures donnent également des quantités très détaillées sur certains aspects, en particulier les vents et leurs variations temporelles et leurs variations spatiales. On a également des instruments qui observent dans des longueurs d'onde qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, ni l'infrarouge, ni le proche, disons, ni le visible. C'est des longueurs d'onde vers 10 microns, donc c'est là on est vraiment dans la partie infrarouge du spectre solaire. Et vers 10 microns, on a des mesures de la chaleur des nuages. On mesure le rayonnement thermique des nuages eux-mêmes, non pas en silhouette d'un rayonnement infrarouge à plus haute température provenant de plus bas dans l'atmosphère côté nuit, mais on a la chaleur elle-même des nuages et leurs fluctuations. Alors ça paraît anodin, ça ce sont des observations faites depuis le sol. La sonde japonaise qui a été provisoirement perdue, mais qu'on va sans doute récupérer dans 3 ans, avait un instrument à bord qui était destiné à observer cette radiation-là. C'est très important parce qu'on s'aperçoit que dans les nuages, il existe des structures à très très courte durée de vie, d'1 jour à peu près, ou de 2 jours, des structures un peu sombres, qu'on appelle des contrastes, ou des petits aspects, disons, de nuages, qui vont changer de forme et puis disparaître, comme s'il y avait un peu de convection, mais on se demande pourquoi ces structures sont à si courte durée de vie, et pourquoi, si ce sont des échanges, des mélanges chimiques qui ne se font pas bien, pourquoi est-ce qu'ils ne se mélangent pas avec le reste de l'atmosphère? Qu'est-ce qui les fait apparaître? Est-ce qu'ils sont associés à des changements de température locale, par des effets d'ondes ou de phénomènes physique qu'on n'a pas encore bien compris? Toujours est-il que ces structures ultraviolettes dans les nuages de Vénus, je dis ultraviolettes parce qu'elles se voient beaucoup, les contrastes sont meilleurs pour les observer dans la partie bleue et ultraviolette du spectre solaire réfléchi, échappent encore à une explication scientifique convaincante. On est toujours un petit peu surpris de voir ces structures et de se demander à quoi elles sont dues. Et donc on compte beaucoup sur ce type d'instrument pour mieux aider à comprendre, à cartographier les fluctuations de température qui pourraient éventuellement être associées à ces variations de constitution chimique. On ne sait toujours pas d'ailleurs pourquoi la planète arbore cette coloration un petit peu jaune quand on la voit dans le ciel, parce qu'en fait un certain nombre de ces absorbants chimiques dans les gouttelettes qui constituent les nuages de Vénus absorbent une partie du rayonnement solaire dans le violet, également dans le bleu du spectre, et on ne sait pas trop quelle est leur nature. Il y a plusieurs hypothèses, mais on n'est pas tout à fait décider de savoir laquelle est la plus convaincante. Alors voici cette caméra qui a bien fonctionné au début du lancement de la mission japonaise. Le 21 mai 2010, c'est une photographie de la Terre, en fait, peu après le lancement de la sonde dans l'espace, à une distance de 250 000 km. Eh bien, on voit là aussi les fluctuations de température dans cette longueur d'onde de 10 microns environ de la couche nuageuse sur Terre. Donc c'est assez intéressant de voir que la caméra était déjà bien en fonctionnement, malheureusement sans pouvoir continuer. Alors il existe d'autres, je ne vais pas faire la liste parce que c'est un peu technique, mais enfin il y a beaucoup d'autres grands instruments qui permettent d'observer Vénus depuis le sol, en particulier les radiotélescopes, dont voici ici 2 exemplaires qui sont au Mauna Kea, dans l'île d'Hawaï. Vous avez le grand télescope James Clerk Maxwell, qui est un télescope qui mesure les longueurs d'onde qu'on appelle les micro-ondes. Ce sont les longueurs d'onde d'ailleurs du même type que nous avons dans les fours à micro-ondes, c'est-à-dire vers 2-3 des maximums des longueurs d'onde qui correspondent au mouvement des molécules, voilà, sur elles-mêmes. Ce sont des niveaux qui correspondent à
à l'interaction de la matière et des molécules avec le rayonnement qui est en fait le rayonnement solaire. Et donc ces observations se font depuis le sol avec des interféromètres ou des grandes antennes, comme en voici donc celle de Maxwell, ou alors des interféromètres. Et ces observations permettent de voir à la fois, de mesurer les vents à certaines hauteurs dans l'atmosphère, à plus haute altitude, bien au-dessus des nuages. Et donc on arrive ainsi à cartographier en profondeur l'atmosphère de Vénus, et pas seulement à l'altitude des nuages ou en dessous, mais à une altitude très supérieure. Et ces mouvements nuageux sont beaucoup plus capricieux que les mouvements à l'altitude des nuages. On a des mouvements qui vont à la fois dans le sens général de la rotation, mais également depuis le point sous le Soleil dans la direction antisolaire. Donc on a toute une région au-dessus des nuages qu'on appelle la mésosphère, qui va de 70 à 110 km environ, où les vents vont changer de régime. On va avoir un vent général qui est ce qu'on appelle la superrotation de l'atmosphère de Vénus, et puis on va avoir un vent un petit peu particulier tout en haut, posé sur l'autre régime éolien en quelque sorte, qui va transporter des espèces chimiques du côté nuit de la planète. Et en fait cette région de transition est très complexe parce que les deux régimes cohabitent alors qu'ils se contrarient complètement parce que ce sont des directions de vent très différentes. Et on se demande bien comment la transition se fait. Ça fait partie des problématiques que nous essayons d'aborder ou d'adresser dans l'étude de la haute atmosphère de Vénus. Alors ces différentes techniques, je ne vais pas trop revenir là-dessus, utilisent certaines transitions moléculaires et permettent également de reconstituer les profils verticaux de la température, c'est-à-dire la distribution de la température en fonction de l'altitude. Parce que quand on regarde en détail une atmosphère comme l'atmosphère terrestre, eh bien on s'aperçoit qu'un très grand nombre des mouvements atmosphériques et des variations de masse d'air, des mouvements de pression, également des réactions chimiques, sont très tributaires des variations de température. Donc voilà, ces champs de température verticaux, horizontaux, sont toujours mesurés de façon un petit peu difficile quand on n'est pas soi-même sur la planète, donc il faut des méthodes indirectes quelquefois qui s'intercomparent ensuite avec des instruments et depuis le sol et depuis les sondes spatiales, ce qui est un petit peu notre activité principale. Alors, comme je vous le disais à l'instant, ces vents un petit peu mystérieux tout en haut de l'atmosphère vont avoir une manifestation indirecte qui est que s'accumule du côté nuit, vers minuit, du côté complètement opposé au jour, donc, des constituants chimiques comme l'oxygène moléculaire, la molécule NO, la molécule OH, qui vont se transporter et produire des réactions chimiques qui sont un petit peu des émissions aurorales. Vous savez, les fameuses aurores boréales ou les aurores polaires sur Terre, qui sont le résultat de ce type d'émissions également. C'est-à-dire qu'il va y avoir des lueurs dans l'atmosphère de Vénus côté nuit. Alors ces lueurs sont très difficiles à observer, elles sont invisibles quasiment depuis la Terre, sauf quand on observe dans certaines longueurs d'onde très précises, comme par exemple ici l'émission lumineuse produite par la molécule l'oxygène à 1,27 microns. Eh bien on a ces espèces de masses de luminosité qui vont fluctuer d'ailleurs très rapidement, quelques heures, ce qui témoigne d'ailleurs de vitesse un peu trop rapide d'ailleurs pour que ça soit seulement dû au vent. On pense qu'il y a d'autres processus qui amènent ces matériaux et qui les font briller, en quelque sorte dans la nuit vénusienne. À très haute altitude, on est à 100-110 km d'altitude, parce que les vitesses de variation de ces phénomènes semblent supérieures à ce que le vent lui-même est susceptible de transporter. Et donc voici ces variations très rapides, comme on peut les observer d'ailleurs depuis le sol terrestre. On en voit depuis la mission Vénus Express, mais on en voit aussi depuis le sol, ce qui permet d'ailleurs de voir quelquefois avec une chronologie un petit peu différente de la sonde spatiale, donc une complémentarité très forte entre les observations depuis le sol et les observations depuis la sonde. Donc ces émissions lumineuses sont de plusieurs natures, plusieurs gaz qui vont émettre de la lumière, en particulier comme l'oxygène, mais également le NO, l'oxyde d'azote, on en parlait à l'instant. Et il semble qu'il ne soit pas émis ni à la même altitude, ni tout à fait à la même longitude. Donc ces petits décalages semblent des indices assez faibles, mais en fait ils témoignent d'énormément de choses sur les processus de transport de ces espèces vers l'arrière de la planète, et également comment ces processus varient avec l'altitude. Donc on a ainsi des indices lumineux, très fins, pour essayer de comprendre la structure
à la fois éolienne, enfin dynamique de la planète, le transport des espèces chimiques, mais également quelles sont les sources qui produisent ces excitations de molécules. Donc il y a des modèles qu'on appelle de la chimie ou de la photochimie, où on va essayer d'expliquer la cause de ces phénomènes à partir des constituants gazeux des autres molécules environnantes. Alors la spectroscopie permet également depuis le sol de mesurer ces espèces très fugitives dans la partie nocturne de la planète. Ça a été fait d'ailleurs dans les années 90, ça c'est un spectre de 1999, où on voit l'émission lumineuse de l'oxygène atomique cette fois. On avait l'oxygène moléculaire tout à l'heure avec O2. En fait, l'oxygène atomique lui-même est susceptible d'émettre de la lumière dans la nuit vénusienne, comme il le fait d'ailleurs dans la nuit terrestre, à très haute altitude. Ce sont des émissions qu'on appelle des émissions de luminescence atmosphérique, ou air glow en anglais. Et l'oxygène atomique était même supérieur à l'oxygène atomique terrestre lors de sa découverte en 1999. Ça, c'est un article un petit peu plus tardif. Et curieusement, cette raie vénusienne a disparu depuis une vingtaine d'années, on ne la voit plus, enfin, depuis une dizaine d'années, on n'arrive plus à la voir. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé. On pense que c'est lié au cycle solaire, c'est-à-dire que la chimie semble-t-il très liée à l'influx de photons très énergétiques du spectre solaire dans la partie UV, disons. Mais ce n'est pas seulement, ce n'est peut-être pas la seule raison. Toujours est-il que cette raie, avec le même observatoire, avec la même équipe scientifique même qui l'observe depuis 15 ans, n'a pas réussi à être réobservée dans Vénus. C'est assez surprenant. L'oxygène atomique échappe aux observateurs en ce moment. Voilà un mystère avec lequel vous repartirez ce soir. Et pourquoi ces raies sont décalées? Je pense que vous le savez sans doute si je vous pose la question. Ce sont dû aux différences de vitesse. En fait, la Terre est au repos par rapport à l'observatoire, qui est ici dans l'État du Nouveau-Mexique aux États-Unis, à côté d'un village qui s'appelle Sunspot, qui s'appelle les taches solaires. Oui, c'est bien trouvé comme nom pour un observatoire. Et donc la raie terrestre est à la vitesse nulle, alors que la raie en provenance de Vénus est décalée par ce qu'on appelle l'effet Doppler, l'effet Fizeau plus exactement. L'effet de Fizeau, c'est à la lumière ce que l'effet Doppler est au son. Et cet effet Doppler-Fizeau est dû au fait que Vénus et la Terre sont en mouvement l'une par rapport à l'autre. Donc toutes les raies spectrales de Vénus sont décalées par rapport à la valeur en laboratoire à cause de la vitesse. Voilà. C'est comme ça qu'on a un jour découvert que les galaxies s'éloignaient de nous, avec une vitesse d'autant plus grande qu'elles sont éloignées de nous, en mesurant ce décalage des raies spectrales dans le spectre des galaxies. Donc l'effet Doppler est un phénomène physique très utilisé pour les distances les mesures de distance des galaxies, mais également dans l'observation planétaire. C'est ce qui nous permet de mesurer les vents sur Vénus depuis la Terre, en particulier. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails de ces observations et parler un petit peu dans la suite de la conférence de l'intérieur de Vénus. Je voulais en venir un petit peu à cela. La surface de Vénus, évidemment, on a pu la découvrir que très récemment, compte tenu du fait qu'elle est cachée par cette épaisse couche de nuages. Même l'infrarouge ne permet pas trop. Bon, on arrive par des mesures très indirectes à faire une image de la surface dans l'infrarouge, mais c'est assez précis, mais ça a demandé quand même plusieurs années d'observation de Vénus Express pour faire une cartographie, disons, exploitable au plan scientifique, en particulier pour mesurer la variation de rotation de Vénus avec le temps. La planète elle-même solide est une planète extrêmement curieuse qui échappe elle aussi à la comparaison avec la Terre par certains aspects. En particulier, la planète ne tourne pratiquement pas sur elle-même. La Terre tourne, comme vous le savez, en 24 heures sur elle-même. Depuis le début de la conférence, ça fait 1 heure, la Terre a basculé de presque 15 degrés sur elle-même par rapport à la position qu'elle avait il y a 1 heure, puisque la Terre tourne en 24 heures sur elle-même. 360 degrés égale 24 heures, donc 15 degrés, ça fait 1 heure. Eh bien, Vénus ne tourne sur elle-même qu'en 243 jours. Elle met 243 jours pour tourner sur elle-même. Le jour dure donc à peu près 120 jours terrestres. Le jour entre le lever et le coucher du soleil. Et la nuit dure 120 jours terrestres également. Donc un point qui est à la surface de Vénus, on ne voit pas le soleil à cause des nuages.
mais il fait jour, il fait un jour ténu et très, très atténué pendant 120 jours. Voilà. C'est-à-dire 4 mois environ. Puis il fait nuit 4 mois. Mais il fait toujours 460 degrés, même la nuit. Donc même la nuit, on ne peut pas se rafraîchir. Donc c'est pas une vie très agréable. Alors les volcans sont, on a découvert grâce à la. Alors comment est-ce qu'on a pu faire l'image de la surface de Vénus? Eh bien c'est grâce à des radars. En fait, on a fait un satellite radar. Ça n'avait jamais été fait sur Vénus avant. Ça a été fait en 1990. La mission s'appelle Magellan. J'essaie de me rappeler pourquoi elle s'appelait Magellan, mais il y avait un lien avec Vénus. Ça va me revenir. C'est une mission qui a été lancée depuis la navette spatiale, ce qui était assez atypique. On n'avait pas souvent fait ça. Et donc la navette l'a amenée en orbite terrestre et ensuite il y avait un moteur supplémentaire pour tirer vers Vénus. Elle s'est satellisée autour de Vénus. Elle était équipée d'un radar à synthèse d'ouverture, ça s'appelle un SAR en jargon scientifique. Et ces radars à synthèse d'ouverture sont des radiations qui vont faire de la télémétrie à travers les nuages. On va avoir à la fois la mesure de distance, donc c'est un radar au sens strict de l'étymologie de l'acronyme radar, qui veut dire la mesure de distance par onde radio, hein, Radio Detection and Ranging, c'est ça que ça veut dire, radar. Et donc il va y avoir une altimétrie du sol grâce à cette technique, mais également le radar a une capacité de détecter la texture du terrain par ses propriétés électriques, disons, radioélectriques. Donc la manière de réfléchir l'onde va nous donner des indications sur sa structure, sa microstructure déjà, si c'est un terrain rugueux ou non, mais également sur ses capacités, sur un certain nombre de propriétés, disons, dans l'émission et la réflexion radar. Donc ça permet de faire une imagerie très précise, en fait, à quelques 100 mètres de précision. On pourrait faire beaucoup mieux aujourd'hui, d'ailleurs ça fait partie des projets de mission spatiale vers Vénus, ça serait de faire une mission radar, mais avec une résolution de l'ordre de 1 mètre au sol, la résolution, c'est-à-dire la précision, disons, d'imagerie. Et non pas seulement de 100 mètres ou 150 mètres comme à l'époque. Mais déjà, ça a été un saut prodigieux, puisqu'on a pu voir, à partir des années 90, donc dans les 3 années de cette mission, entre 90 et 91 et 94 à peu près, cartographie complète de toute la surface de Vénus. Donc on a vu des volcans très curieux, en forme de crêpes bretonnes. C'est un peu à ça que ça fait penser. D'ailleurs, les Américains les appellent des pancakes, ce qui veut dire crêpes, ces volcans. On ne comprend pas très bien pourquoi c'est une structure pareille. On pense que le sol est extrêmement peu visqueux, en fait. Donc un volcan qui a beaucoup de mal, une lave qui a beaucoup de mal qui a une très très forte viscosité, va produire dans certains modèles donc des structures de dômes volcaniques comme ça extrêmement aplatis. En tout cas, ce n'est pas la pression de l'atmosphère qui fait ça, c'est des processus purement géologiques. Voilà. Alors il y a tout de même des tunnels de lave dans la croûte basaltique. Et ce qu'on s'aperçoit, ce qui a été la grande surprise de cette mission Magellan, c'est qu'il y a très peu de cratères sur Vénus. On pensait avoir un sol criblé de cratères comme la Lune, peut-être manquant de petits cratères, parce que l'atmosphère, certes, est épaisse, donc certes est susceptible de faire, disons, écran aux météorites un petit peu plus efficacement que la Terre, mais en fait, ça ne change pas énormément. C'est vrai pour les petites météorites, mais pas pour les grandes. Voilà. Donc on s'attendait à ce qu'il y ait quand même des grands cratères d'impact, comme sur Mars, ou la Lune, ou Mercure. Eh bien pas du tout, il n'y a pratiquement pas de cratères d'impact. Il n'y en a que 934 au total sur toute la planète. 935, excusez-moi. Et ils sont surtout tous d'assez petite taille. Donc ils sont suffisamment grands pour être passés à travers l'atmosphère sans être vaporisés par la chaleur de l'impact. Mais ils sont quand même témoignant d'une époque assez récente. Il se trouve que la manière dont un terrain planétaire dans le système solaire est criblé de cratères nous révèle un peu son âge. En effet, au début de la vie du système solaire, il y a 4 milliards d'années, les impacts étaient très fréquents et très massifs. Petit à petit, le processus s'est calmé, les grands impacts ont cessé, et on n'a plus eu que des petits impacts. C'est-à-dire que s'il y a un terrain où il n'y a que des petits impacts, c'est qu'il est relativement récent dans l'histoire planétaire. Et c'est le cas de la surface de Vénus, et on peut calculer par certains modèles d'impact,
puis là on connaît bien puisque c'est pareil sur Terre, c'est pareil sur Mars, c'est pareil sur la Lune, ça c'est un vrai sujet de planétologie comparé, celui-là, encore plus que tous les autres. Eh bien on pense que le sol de Vénus, la surface de Vénus telle qu'elle est aujourd'hui, n'a que entre guillemets 500 à 800 millions d'années d'âge. Alors ça paraît énorme, mais en fait c'est pas très long à l'échelle des temps géologiques. L'âge du système solaire, c'est 4 milliards d'années, virgule un petit peu plus, 4,5 milliards d'années environ. Donc 800 millions d'années, ça veut dire que la planète Vénus a subi des changements géologiques majeurs dans le dernier milliard d'années de son existence. Alors on peut très bien admettre qu'une planète soit l'objet de changements géologiques majeurs, dans la mesure où, en plus, c'est une planète qui a la taille de la Terre, donc ça veut dire qu'elle a un noyau très important, qui est forcément né des mêmes constituants que la Terre, puisque à cette distance, on est forcément dans la même région de la nébuleuse protoplanétaire, qui a donné naissance à nos planètes dont nous parlons. Donc, a priori, même constitution, même histoire de constitution d'un noyau. Donc, c'est assez curieux. Ou alors il faudrait que cette planète soit encore active. Donc c'est assez difficile d'imaginer qu'elle ait été active géologiquement au point de reconstituer une surface intégralement il y a moins d'1 milliard d'années, disons, et d'avoir cessé toute activité géologique aujourd'hui. Donc il y a une petite inconnue, là, c'est qu'on ne comprend pas bien qu'est-ce qui fait que la planète ait pu être aussi active géologiquement jusqu'à une période relativement récente dans l'histoire du système solaire, et manifestement de ne montrer aucun témoignage d'activité. En tout cas, on n'a pas pu détecter ni de volcans en activité, ni de dérives de continents, ni de tectonique, ou de systèmes de failles qui témoigneraient d'une convection dans le manteau. Voilà. Alors, une petite parenthèse, ce sont des premières, parmi les meilleures images du sol, c'est pas tout à fait les premières, mais enfin c'est les mieux traitées après. Le sol de Vénus est constitué de basalte. C'est un sol extrêmement peu rugueux. Vous voyez, si vous avez en tête les images de l'exploration lunaire, les astronautes avaient des bottes, des moon boots, ça s'appelle d'ailleurs, c'est de là qu'est venue la mode. Et quand on voit les photos des astronautes, quand ils remontent à bord du LEM, regardez pas mon pied, c'est pas la peine. Ils sont pleins de poussière en fait, il y a énormément de poussière sur la Lune, c'est très sale. Alors que la Vénus, c'est très très propre. Vous voyez, les dalles là, qui constituent la surface de Vénus sont d'une propreté incroyable. Ça, c'est effectivement un effet de l'atmosphère, par contre. C'est-à-dire que le régolithe lunaire est criblé en permanence, la roche est criblée en permanence de micro-impacts qui vont la rendre pulvérulente, c'est-à-dire en forme de poudre. C'est-à-dire qu'il y a sans arrêt des micrométéorites qui vont... briser la surface en de tout petits endroits, des micro-impacts. Ce qui n'est pas le cas sur Vénus, là c'est effectivement un effet de l'atmosphère. Donc c'est la planète en quelque sorte la plus lisse qu'on puisse trouver. Et vous voyez qu'ici c'est un bras articulé qui s'est déployé d'un côté de chacune de ces deux sondes en deux endroits différents. Et on voit que la surface c'est une sorte de croûte basaltique qu'on a pu analyser par certains côtés. Alors évidemment, il faut soulever la bonne pierre, mais enfin, ces mesures faites à l'époque par des sondes au sol montrent que, à la fois par les radars au-dessus de Vénus, mais à la fois aussi par des modules de descente comme ceci, voici l'image vue avant le lancement, eh bien, on arrive à avoir comme ça quantité de... C'est comme ça qu'on a pu avoir un premier début d'analyse minérale de la surface de Vénus, et de voir si ces minéraux sont à peu près les mêmes que les silicates et que les basaltes et les granites que nous rencontrons sur notre planète. Alors ces trois planètes en fait sont assez semblables à l'intérieur, puisque lorsqu'une planète se constitue, elle fond. La roche fond, du verbe fondre. Et comme elle fond, on a des matériaux plus réfractaires que d'autres qui vont rester à l'état solide quand la roche est elle-même liquéfiée. Et il va y avoir ce qu'on appelle la différenciation, c'est-à-dire que les métaux vont tomber au fond, c'est-à-dire dans le champ de pesanteur qui converge au centre de la planète. Et donc on va avoir un noyau métallique sur la Terre qui est très chaud, il est à peu près à 4000 degrés, c'est-à-dire qu'il est brillant. C'est-à-dire que si on pouvait
en quelque sorte déshabiller la Terre et ne voir que le noyau, on verrait presque une étoile briller au centre de notre... En tout cas, ça serait brillant comme des braises, disons. Mais en fait, encore plus. Donc cette chaleur qui est considérable, a priori, elle est la même sur Vénus et sur la Terre, puisque les planètes ont à peu près la même taille et donc a priori la même histoire au moment de leur formation. Donc sur nous, la chaleur se transporte en partie par convection, c'est-à-dire que cet énorme chauffage ne va pas passer évidemment complètement jusqu'à la surface. On a en fait un conflit entre différents processus physiques pour transporter cette chaleur, en dehors de la planète. Il faut bien que ça se transporte. Soit c'est de la convection, c'est-à-dire que ça va en quelque sorte faire bouillir, faire des mouvements de convection dans la matière, ce qui est le cas sur la Terre. Soit de la conduction, c'est-à-dire que la chaleur va se transmettre un petit peu comme dans une tige de métal. Quand on fait chauffer un bout, ça fait chauffer l'autre au bout d'un moment. Il y a une conduction de la matière, de la conductibilité de la matière. Donc la conduction, c'est pour ça d'ailleurs que l'instrument russe que vous avez vu, l'a déployé, mesurait la conductibilité thermique ou électrique, mais en fait les deux sont liés, pour savoir quelle était l'aptitude de cette croûte à transmettre la chaleur interne. Et donc, a priori, sur Vénus, on a à peu près la même conductibilité que la Terre, c'est des basaltes, des granites. Donc on ne se comprend pas très bien comment cette chaleur s'évacue, dans la mesure où la planète est inactive, on ne voit pas de volcan en activité, et pourtant elle doit bien s'évacuer, puisqu'elle doit bien, de toute évidence, la surface est récente, à l'échelle des temps géologiques. Alors sur Terre, un des diagnostics qui témoignent de l'existence de convection, c'est les rifts, c'est-à-dire les structures de plaques qui vont en ces endroits écarter la croûte terrestre, la lithosphère, ce qui témoigne donc de la mise en mouvement par la chaleur interne. Sur Vénus, on a cherché à voir s'il existait là aussi une sorte de ceinture de feu, comme dans le Pacifique, c'est-à-dire de voir si les volcans, ou ce qui semble être des édifices d'origine volcanique, seraient alignés et témoigneraient ou non de masse convective relativement bien déterminée au niveau du manteau. Eh ben, on n'a pas trouvé. Vous voyez, il n'y a pas d'alignement notable de ce qui pourrait être d'origine volcanique sur Vénus. Donc on est un petit peu dans l'incertitude. Alors l'hypothèse actuelle la plus admise, c'est qu'il y a des phénomènes transitoires irréguliers, c'est-à-dire que la chaleur s'accumule et puis de temps en temps, il y a un événement qu'on pourrait appeler de resurfaçage majeur ou régional, qui fait qu'une grande partie de la surface de la planète va être recouverte de basalte, et que ça peut peut-être arriver tous les 800 millions d'années, tous les 500 millions d'années. On ne sait pas très bien. Mais il n'y a pas de raison que la planète se soit refroidie plus vite que la Terre. Alors quelques mots pour terminer sur le transit de Vénus de 2012, puis je vous laisserai poser des questions. Le passage de Vénus de 2012 n'est pas visible depuis l'Europe, ou très mal, parce qu'il dure que 5 heures en fait. Et ça dure 5 heures un transit de Vénus. On dit le vrai mot c'est passage de Vénus. Transit c'est le mot anglais qui n'est pas très joli en français, donc on va dire plutôt le passage de Vénus devant le Soleil. Donc comme il ne dure que 5 heures, il faut que le Soleil soit visible, évidemment, donc il faut qu'il fasse jour. C'est-à-dire que quand il fait nuit, on ne peut pas voir le passage de Vénus devant le Soleil. Je pense que ça c'est compréhensible pour tout le monde. Et le jour du transit de Vénus, je dis moi-même le jour du passage de Vénus devant le Soleil, eh bien ça sera à peu près à minuit, heure de Paris, ou heure de Bruxelles, allez. Et donc c'est surtout de la région Pacifique, Asie, que le passage sera visible. Mais enfin, on en verra quand même une toute petite partie en Europe, vous voyez, il ne sera pas tout à fait terminé au moment du lever du Soleil, ici. Ça, c'est une très jolie observation faite depuis un satellite de la NASA en 2004. Vous vous rappelez, il y a 2 passages séparés de 8 ans tous les siècles et quelques dans l'histoire. Et en fait, on s'aperçoit qu'il existe une petite lueur, vous la voyez ici, sous mon spot, là. C'est évidemment l'atmosphère, donc on pense que c'est ça qu'a vu Lomonosov en 1761, mais on n'est pas sûr. Parce qu'il y a des gens qui ont revu l'instrument avec lequel il travaillait, il y a des historiens teigneux, enfin qui vont chercher vraiment les détails, et qui disent ah non, c'est pas possible de voir, compte tenu de sa magnitude, de voir ça avec l'instrument de Lomonosov. Il ne pouvait pas le voir, etc. Donc il y a des modèles qui sont faits avec l'optique, et donc c'est encore discuté, si c'est bien ça qu'il a vu ou s'il n'a pas rêvé, simplement. Voilà. Toujours est-il que cet arc de lumière
est très curieux parce qu'il semble être plus lumineux d'un côté que de l'autre, vous voyez. Là où je mets mon petit spot rouge, il dure plus longtemps. Vous voyez. Eh bien, ce point, c'est le pôle sud de la planète. Donc c'est assez intéressant. Voici une autre image faite par un amateur toulousain, qui s'appelle Sylvain Rondy, avec lequel nous sommes en contact d'ailleurs pour le faire fabriquer ce système qu'on appelle un coronographe, qui permet de cacher la partie la plus lumineuse du Soleil, pour ensuite ne voir que la couronne solaire en théorie, mais là ce qui nous intéresse c'est de mesurer cet arc de lumière ici. Et cet arc de lumière, il est effectivement assez centré sur le pôle, et surtout il semble assez irrégulier, avec une irrégularité qui semble se maintenir, qui ne semble pas être uniquement due à la turbulence atmosphérique, disons à la qualité de l'air. On n'est pas tout à fait sûr de cela, c'est pour ça qu'on a très envie de l'observer l'an prochain. Donc on est en train de monter une petite campagne d'observation pour cela, avec le soutien de l'Observatoire de Paris. Et voici donc la géométrie du disque qui montre cet excès de lumière au pôle sud. Alors on pourrait penser que les nuages au pôle sud sont un petit peu plus bas, et ce qui est vrai d'ailleurs, on a mesuré ça grâce à Vénus Express. L'altitude des nuages sur Vénus, c'est 70 km environ, le haut des nuages, mais il y a un espèce de creux au niveau des pôles. C'est un peu plus bas au niveau des pôles. C'est à peu près à 63-64 km. Ça baisse de 6 km. Donc on se demandait si ce n'était pas un effet de trajectoire des rayons lumineux, mais en fait c'est pas ça. C'est une autre raison. C'est une raison de réfraction, mais dans une atmosphère entièrement transparente. Donc on a, avec plusieurs collègues, fait des calculs des modèles de transmission de la lumière dans une atmosphère épaisse, comme Vénus, et on s'aperçoit que c'est en fait une image du Soleil qui est réfractée par une partie de l'atmosphère, et la variation de luminosité vient du fait que la température est différente, mais pas l'absorption. Ce n'est pas une absorption, mais c'est simplement un effet de moindre réfraction, disons, voilà, du fait que la température n'est pas tout à fait la même. Je ne rentre pas dans les détails, c'est un petit peu technique, là. Toujours est-il qu'en 2012, l'an prochain, un grand nombre d'observatoires professionnels vont s'allier aux astronomes amateurs pour observer ce transit de Vénus, qui est le dernier du XXIe siècle, qui est pourtant un siècle encore assez jeune. Et le transit va même être observé par le télescope spatial Hubble, le vieillissant télescope spatial Hubble, qui a été lancé en 1990, est en fin de cycle, disons, de sa vie scientifique, et ne recule pas devant les risques pris, alors que je pense que dans les premières années, on n'aurait jamais pu faire ça. Toujours est-il qu'on a pu faire une demande de temps du télescope spatial Hubble qui a été acceptée pour observer, non pas le Soleil, évidemment, il ne faut quand même pas exagérer, mais observer la Lune en réflexion du Soleil. C'est-à-dire que la Lune agit comme un miroir. On va regarder ce que sait faire la Lune depuis 4 milliards d'années, c'est-à-dire nous renvoyer la lumière du Soleil, mais il va manquer un petit bout, qui sera la partie qui correspond à Vénus. Bon, ça, on imagine bien que c'est proportionnel à la surface du disque de Vénus. Ça, c'est pas un scoop, je dirais. Par contre, il y a une partie de la lumière qui passe à travers l'atmosphère de Vénus. Et on va essayer de détecter, dans les photons renvoyés par la Lune vers le télescope spatial, la signature, la trace de ces gaz atmosphériques. C'est un petit peu l'ambition. Alors pourquoi, on va dire, alors qu'on connaît l'atmosphère de Vénus, puisqu'il y a mission Vénus Express l'observe très bien, c'est parce que c'est un modèle très précis de ce qu'on réalise en attendant que les planètes passent devant une autre étoile. La plupart des planètes des exoplanètes, des planètes extrasolaires, sont observées. Un ami m'a dit, il ne faut pas dire extrasolaire parce que extra c'est grec et solaire c'est latin, donc c'est un barbarisme étymologique. Voilà. Il ne faut pas dire extrasolaire, il faut dire exoplanète parce que planète est un mot grec et exo aussi. Voilà. Donc je vous transmets, on m'a dit ça hier. Donc voilà. Bon. Toujours est-il que ce phénomène va en quelque sorte imiter le passage d'une exoplanète devant son étoile, et comme on cherche à découvrir des gaz terrestres autour des exoplanètes, de l'oxygène, pour voir s'il y a de la vie, etc., ça nous permettra de comparer la mesure à ce qu'on mesure effectivement dans d'autres transits exoplanétaires. Ça, c'est un rêve que nous n'avons pas encore réussi à faire poursuivre auprès des agences spatiales, c'est de déployer un ballon stratosphérique dans l'atmosphère de Vénus
à peu près à l'altitude où il fait ni trop chaud et où l'air n'est pas trop sous pression, pour mesurer les constituants chimiques et la dérive due au vent à l'altitude des nuages ou très légèrement supérieure à l'altitude des nuages. C'est une mission qui sera resoumise à des appels d'offres pour à la fois à la NASA et dans d'autres agences spatiales. Ça demande évidemment une logistique, un déploiement très complexe, parce qu'il faut en plus un satellite pour retransmettre les données du ballon, de l'aérostat. Mais selon moi, c'est peut-être aussi l'avenir de l'exploration vénusienne, qui est de lancer des stations qui pourraient rester en permanence, ou en tout cas avec des durées très longues, à l'altitude des nuages. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'attends maintenant vos questions. Alors je ne parle pas le maya ni le sumérien, donc je ne prendrai pas les questions en sumérien. Ok, alors qui ouvre le bal des questions? Claude? Tout d'abord, merci beaucoup pour l'exposé, c'était vraiment très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. Et la période de rotation de Vénus est très très importante. Est-ce qu'on a une idée de pourquoi? Parce que c'est très différent de toutes les autres planètes finalement. Ça me fait penser aux appareils dentaires. Vous savez, mais j'ai l'impression que ça m'écarte les oreilles. Non, il y a plus. Alors en science, vous savez qu'on dit jamais oui ou non. On dit c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Donc il y a plusieurs hypothèses pour expliquer pourquoi Vénus, effectivement, c'est une anomalie dans le système solaire. Je n'en ai pas trop parlé. Elle ne tourne qu'effectivement que très lentement sur elle-même, mais surtout dans le mauvais sens en plus. Elle tourne dans le sens. Toutes les planètes du système solaire tournent de l'ouest vers l'est, comme la Terre, mais Vénus a la particularité de tourner de l'est vers l'ouest. C'est-à-dire que le matin, c'est ce qui est le soir pour nous quand on regarde le disque éclairé de la planète. Alors l'hypothèse la plus admise, c'est qu'elle a reçu des chocs au moment de la constitution de la planète, à l'époque où on explique également que la Lune a pu naître d'un choc majeur entre la Terre et une planète de la taille de Mars, qui aurait en quelque sorte arraché de la matière du manteau terrestre en formation, ce qui serait ensuite devenu la Lune. Donc on pense qu'à cette époque-là, il y a plusieurs modèles qui prédisent que Vénus est susceptible, je trouverais bien par élimination, susceptible d'avoir reçu des impacts qui auraient, en quelque sorte par coïncidence, arrêté la rotation sur elle-même. Ça fait partie des hypothèses. Alors il y a aussi le fait qu'elle n'a pas de satellite. Donc là, il y a aussi beaucoup de modèles dynamiques de la stabilité d'un astre dans le système solaire avec ses satellites environnants. Et on sait aussi que son axe de rotation est beaucoup plus qu'une autre planète comme la Terre, susceptible de basculer complètement, de ne pas garder sa direction pointée vers la même étoile comme nous, l'étoile polaire, disons. Donc il est possible que la combinaison de ces différents phénomènes ait pu aboutir à cela. Et en fait, c'est probablement une combinaison de plusieurs causes. Mais c'est très surprenant, je suis d'accord avec vous, c'est une anomalie très curieuse. Il n'y a pas de volcan apparemment, mais il y a une atmosphère extraordinaire. La température est de 730 Kelvin à peu près. Le dégazage de la planète avec cette température-là, comment se fait-il qu'il y ait encore tant de gaz? Eh bien, c'est un effet indirect de l'absence d'océan. Sur la Terre, on pense qu'il y a eu autant de gaz qu'il y en a eu dans l'histoire de Vénus, mais que grâce à l'eau que constituent les océans, ce gaz se dissout et se sédimente, se transforme en carbonate. Par exemple, le CO2 va pouvoir se dissoudre avec les ions calcium qui sont dans l'eau et former du CaCO3, voilà, qui est un solide qui va sédimenter comme avec les coquillages. Et, voilà, l'océan terrestre a eu un rôle prodigieux pour vider l'atmosphère en fait de cette accumulation de gaz issus du dégazage dont vous parlez. Alors que sur Vénus, cette opportunité a été manquée. L'océan n'a pas existé, disons, dans les moments où il aurait pu aider à vider l'atmosphère de ses constituants gazeux, et donc ces gaz se sont accumulés jusqu'à former cette épaisse quantité de CO2 que nous avons aujourd'hui. Voilà. Mais il y a beaucoup de volcans sur Vénus.
Alors il y a beaucoup de volcans. Il y a une, oui, il y a une, vous les avez vus pointer là sur ce schéma. On pense qu'ils n'ont pas pu, en tout cas ils ne sont pas en activité aujourd'hui au point de dégazer suffisamment de constituants mesurables. On espère peut-être, en tout cas pas de la nature du CO2, pas de la quantité qu'il y a de CO2. Par contre, dans certains gaz, comme le dioxyde de soufre, le SO2, qui semble-t-il est dans des quantités très variables dans l'atmosphère de Vénus. À une certaine époque, les scientifiques s'étaient étonnés et peut-être avaient attribué ces variations à des éruptions volcaniques récentes. Il y a eu toute une émotion dans notre communauté dans les années 80, parce il y avait une mission américaine à l'époque qui s'appelait Pioneer Vénus, qui a fonctionné une dizaine d'années et dont les capteurs ont détecté des variations très rapides, une diminution très très rapide du SO2 au-dessus des nuages. Et certains collègues américains ont déclaré à l'époque que c'était la preuve qu'une éruption volcanique récente s'était produite sur Vénus, que le gaz s'était répandu, puis petit à petit se resédimentait ou se photodissociait, exposé au rayonnement solaire à haute altitude. Donc c'est toujours un petit peu controversé de savoir s'il existe des volcans, et on cherche à utiliser ces gaz en très petit. Ce sont des gaz traces, en fait, qui vont nous permettre ce diagnostic et leur variation. Et c'est toujours un sujet très ouvert. En fait, la vraie réponse, c'est que nous ne savons pas si les volcans sont en activité ou pas. Une autre question ? On aimerait bien qu'ils le soient. Pour tout vous dire, on espère, mais on n'aime pas trop annoncer des choses qu'on n'est pas sûr de vérifier, donc c'est pour ça qu'on ne le dit pas. Bonsoir. Concernant la mission Vénus Express, d'abord une remarque, dans les premiers temps de la mission, on a eu beaucoup de communiqués, et je trouve que depuis un bon moment, il y a très peu de communication concernant cette mission. Donc je ne sais pas à quoi c'est dû, hein. Enfin voilà, c'est une remarque. Et ce qui m'avait frappé au début des premières communications, c'était la présence des vortex de l'atmosphère de Vénus au niveau des pôles. Et je voulais savoir s'ils étaient équivalents au pôle Nord, au pôle Sud, si vous aviez une idée de l'origine. Bon, je suppose que c'est la superrotation, mais si vous aviez encore plus d'explications là-dessus, ça serait bien. Et si ça continue encore, si le phénomène il est toujours suivi. Oui, voilà. tout à fait. Alors, j'ai envie de répondre à toutes les questions à la fois, et je vais essayer de les faire dans l'ordre où vous les avez données. Donc c'est certainement de la faute des agences spatiales de ne pas assez communiquer sur les résultats récents. Ça, je suis tout à fait d'accord qu'il y a peut-être un manque de communiqué de presse. Alors c'est peut-être aussi que c'est pas assez spectaculaire pour passer la barrière, cette barrière infranchissable qui font que les agences de presse reprennent les communiqués de presse ou non. Il y a un moment, il y a une décision humaine où c'est pas un résultat scientifique qui ferait la une des grands journaux, donc on en choisit plutôt un autre sur les primates sur un virus chez les rats, etc. C'est un peu le choix de la page science d'un magazine, quoi. C'est un peu le problème. Donc après, c'est vrai qu'il y a eu des résultats très récents, très intéressants, en particulier sur la région polaire. C'est depuis cette année en particulier, Ah, c'est moi. Je me disais, il y a quelqu'un qui me regarde, mais c'est moi. Alors, ensuite, votre question, c'était le vortex. Avant de dire son évolution, est-ce qu'il y en a aux deux pôles? Alors, la réponse est oui. Donc, il a été observé par Vénus Express et aussi par Pioneer Vénus. En fait, on en avait déjà quelques indices à l'époque. J'aimerais bien vous montrer des images parce que c'est très spectaculaire. Il y a effectivement dans cette région polaire un creux qu'on peut mettre en évidence et qui est une sorte de double ouragan, enfin une sorte d'œil de cyclone centré sur le pôle, qui fait dire d'ailleurs à certains de mes collègues que la planète tout entière n'est en fait qu'un immense ouragan centré sur le pôle, quoi, des deux côtés, avec cette forme d'ouragan caractéristique. Donc ce vortex, on n'en connaît pas très bien les causes. On essaie de le contraindre par justement des mesures de vent très précises en différents points quand on s'éloigne du pôle, et en altitude aussi, on ne sait pas trop comment ça se passe en profondeur. C'est sans doute c'est lié à la superrotation quand même. C'est-à-dire que la superrotation, elle marche très bien, enfin elle est parfaitement solide. C'est quasiment une planète qui tourne, l'atmosphère tourne pratiquement comme une boule, si vous voulez, autour de la planète, entre moins 60 et plus 60 de latitude. 60 degrés sud, 60 degrés nord, mais au-delà de 60 degrés, du côté du pôle, la superrotation baisse très rapidement, d'un seul coup, quasiment quelques degrés de latitude. Et en plus, alors que
À l'altitude des nuages, la superrotation est différentielle, c'est-à-dire que le haut des nuages tourne nettement plus vite que le bas des nuages. Il y a une espèce de cisaillement, si vous voulez, de la couche de nuages en permanence. Et au-dessus, ça rediminue. Donc le couche des nuages du haut correspond à peu près au maximum de la superrotation. Eh bien, ce cisaillement disparaît aussi à 60 degrés, c'est-à-dire que les trois vitesses, bas des nuages, milieu des nuages, haut des nuages, deviennent la même. Et ça chute d'ailleurs toutes les trois. Donc il se passe de toute évidence quelque chose à 60 degrés nord qui fait que, dans lequel finalement ce vortex va s'installer. Il y a une espèce de système pas très connu. Et pour la réponse, oui, c'est la même chose au pôle nord et au pôle sud. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à l'ensemble de vos questions. Il y avait une partie de la question, il me semble, que je n'ai pas répondu là, la troisième pas. Si ça continue encore, ouais. Oui, ça continue. Si ça continue encore, si c'était toujours mesuré, et oui. Bon, bah, c'était l'origine, mais je suppose qu'il n'y a pas de réponse Alors, formelle. L'origine, non, qu'est-ce qui a déclenché initialement ça? On n'a pas de modèle encore qui le reproduit, on ne sait pas. Enfin, on ne sait pas qu'on ne sait pas, c'est qu'on n'a pas fait les modèles, on n'a pas fait le travail, hein, c'est à nous de le travailler. Mais ce qu'on a découvert cette année, donc ce qui est nouveau, et peut-être l'agence de presse, pourtant il y avait un communiqué de presse cette année dans l'ESA, mais bon, il faut aller sur le site de l'ESA, hein, c'est que en fait, le centre du vortex est décalé par rapport au pôle. Donc le pôle de Vénus, même si la planète est laborieuse pour tourner sur elle-même, elle a quand même un pôle, eh bien, le vortex n'est pas tout à fait sur le pôle, et il y a une précession. C'est-à-dire que le centre du vortex fait un tour en 3 jours à peu près autour du pôle. Donc, ce qui n'est pas du tout expliqué, mais on l'a mesuré. Déjà, on commence par le mesurer, et ensuite on essaie de trouver une explication. Voilà. Une autre question? Oui, Madame demande quelle est l'épaisseur de la couche nuageuse. Alors, ça commence vers 45 km du sol, donc il y a 45 000 mètres sans rien, ce qui est assez curieux. Enfin, il y a quelques petites aérosols sous les nuages, jusqu'à 70, donc ça fait 25 km d'épaisseur. C'est donc extrêmement intense et grand, et c'est en plus des gouttelettes qui font à peu près 1 micron de taille, et c'est constitué d'acide sulfurique, H2SO4, concentré. Donc c'est pas très agréable. C'est avec ça qu'on vitriolise dans les mauvais romans policiers. Et donc les sondes spatiales qui sont descendues dans l'atmosphère de Vénus ont dû traverser cette couche de nuages extrêmement acide. Donc c'est dangereux aussi pour les instruments, évidemment. Et donc ce sont des nuages qui sont formés à très haute altitude par une réaction chimique entre le SO2, gaz, peut-être d'origine volcanique ou non. C'est un débat qui fait rage un petit peu dans les spécialistes de Vénus. Et un tout petit peu de vapeur d'eau tout de même à très haute altitude, mais une proportion très infime, 30 parties par million, c'est très faible. Et donc sous l'effet du rayonnement solaire, cette molécule de SO2 va se briser, et l'oxygène en trop va former du SO3, et le SO3 plus H2O donne H2SO4. Voilà la réaction chimique qui constitue la production de ces nuages. Oui, Jean-Claude. Ensuite de cela, des précipitations quand même de l'une ou l'autre chose, ou rien? Est-ce que ça précipite? Oui, est-ce qu'il y a de la pluie, même si c'est une pluie acide ou autre chose? Oui, ça devrait, mais en fait, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que ces aérosols, alors malheureusement, on les a mesurés qu'en certains points, donc c'est pas très facile. Et en plus, on ne les a pas mesurés directement, on a mesuré leur taille par un effet par un crible dans la sonde Pionnière Vénus qui était descendue à travers les nuages. Il y avait un espèce de tamis avec des petits trous, donc quand ça se bouchait, on connaissait la taille de la particule. Vous voyez, c'était quelque chose d'assez sophistiqué, mais le concept était assez simple. Et donc on a pu avoir un gradient de la taille entre le haut et le bas, et on s'est aperçu qu'effectivement les aérosols les plus gros étaient en bas, 1 micron, un peu plus qu'un micron, quoi. Donc il y a une nucléation, c'est-à-dire que ils grandissent, et plus ils sont grands, plus ils vont peser dans le champ de gravité et former de la pluie. Le problème, c'est qu'en dessous des nuages, il fait tellement chaud que ça se vaporise. Voilà. C'est-à-dire que ça redevient à l'état vapeur, et on le sait parce qu'il y a un pic de nouveau de vapeur de SO2 sous les nuages, disons, qui se relibère à cause de ça, enfin de SO3 et puis de SO2. Quelqu'un désire poser une autre question? Oui.
Enfin, c'est pas compliqué. Est-ce que vraiment on a vu des éclairs? C'est quelquefois les plus difficiles, c'est des questions simples. Alors, Ouais, justement, j'avais lu parfois qu'on aurait pu voir des éclairs dans l'atmosphère de Vénus. Est-ce que ça a été observé, oui ou non? Ça a été controversé, ça l'est toujours, et on pense qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas, mais il y a toujours des interrogations sur ce qui a été attribué au fait que ce soit des éclairs en était réellement ou non. Voilà. Donc c'est pour ça, voilà le genre de réponse qu'on adore faire, nous les scientifiques. Donc probablement oui. Et il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas, parce que quand on s'entrechoque des aérosols dans du vent, ça peut faire des décharges électriques. On en voit dans Jupiter, on en voit dans Saturne, on voit des éclairs dans toutes les planètes avec des atmosphères épaisses dans le système solaire. Donc il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas sur Vénus. Si on l'a déjà vu, c'est un petit peu controversé, la méthode en particulier. Toujours est-il que sur la sonde japonaise, il y avait une caméra ultra sensible pour observer la planète côté nuit et détecter des éclairs avec un ultra sensible, avec très peu de pixels, mais avec un cycle de répétition de quelques microsecondes pour être sûr de ne pas rater l'éclair, quoi. Donc si ça marche encore quand la sonde se satellise en 2015, on devrait pouvoir en voir directement. Voilà. Bonsoir. À quoi est due la haute température de Vénus, en dehors de l'effet de serre dont on parle? C'est en fait quasiment exclusivement à cet effet de serre. C'est-à-dire que la chaleur induite par le rayonnement solaire, qui est très proche, en plus il y a plus d'énergie solaire puisqu'on est à plus proche distance du Soleil que la Terre, va réchauffer la surface, qui va elle-même rayonner dans l'infrarouge. Comme tout corps chauffé, elle a son émission dans l'infrarouge, un peu comme les nuages que je vous montrais avaient cette émission à 10 microns qui est dans l'infrarouge. Voilà. Donc ce rayonnement infrarouge va être piégé par les gaz atmosphériques, en particulier le CO2, qui empêche le rayonnement infrarouge de ressortir, sauf dans certaines fenêtres très précises, mais en général ça va bloquer. Et donc ce rayonnement va chauffer de façon... Est-ce que la rotation très lente de Vénus ne peut pas influencer aussi la température? Non, parce que c'est une bonne question, mais non, ça pourrait l'influencer. On pourrait dire que ça influencerait la quantité de chaleur reçue du Soleil. On peut imaginer que si ça reste toujours du même côté, ça n'a pas tout à fait le même effet d'incidence que si c'est comme un poulet en broche, quoi, si vous voulez, si ça fait bien tout le tour, voilà. Donc ça change un peu au niveau de ça, mais à part ça, le résultat reste quand même le même, globalement. Voilà. Ça diminue d'un facteur 2, mais pas d'un facteur comme celui-là. Encore une question ici. J'ai envie de présenter mes collègues, que vous puissiez les interroger aussi quand même, parce qu'ils en savent autant que moi sur la question, sinon plus. Donc. Bonsoir. Alors, est-ce qu'il y a une magnétosphère sur Vénus? Alors, c'est un peu une question embarrassante, comme toutes les questions qui ne sont pas tout à fait de mon domaine, mais je peux vous dire que je pense qu'on n'a jamais détecté de champ magnétique sur Vénus, ce qui est peut-être une conséquence du fait qu'elle soit à rotation très lente, là pour le coup, beaucoup plus encore que l'effet de serre, enfin, c'est même là sans comparaison. Parce qu'on sait que sur la Terre, le champ magnétique est produit par des courants de métal liquéfié, disons, en fusion, au-dessus du noyau solide. À l'interface entre le noyau et le manteau, on a des sortes de boucles, l'équivalent de grandes boucles de courant qui vont produire, par des sortes de phénomènes d'ampères, si vous voulez, des lignes de champ magnétique au sein de ces boucles de courant. C'est d'ailleurs le changement de sens de ces boucles de courant qui pourrait expliquer sur Terre les inversions du champ magnétique terrestre, qui se produisent, comme vous le savez, à des intervalles de quelques millions d'années. Encore un sujet typique de planétologie comparée. Comme on parlait des cratères tout à l'heure, le magnétisme des planètes, et qu'on connaît mal pour toutes les planètes, y compris la Terre, a besoin de cette étude comparative. Et donc sur Vénus, à ma connaissance, on n'a pas détecté de champ magnétique. En tout cas, s'il y en a, il est inférieur au seuil de mesure des instruments qui l'ont mesuré, je crois dans des proportions très faibles. Je me tourne vers mes collègues, mais je crois que c'est vraiment marginal. Vous désirez intervenir ? À 500 degrés, est-ce que le sol, la croûte de Vénus est visqueuse ou est-ce qu'elle est vraiment très solide ?
C'est une excellente question là aussi. Il est solide, tout dépend des roches. Enfin, comme le savaient les hommes de la préhistoire qui faisaient fondre des minerais pour en extraire le métal, on sait que certaines roches fondent à plus basse température que d'autres. Voilà. C'est comme ça qu'on extrait des pointes de flèche quand on a un minerai dans une roche et la roche fond avant le métal. C'est ce qui fait d'ailleurs que les planètes le métal tombe au fond. Mais la surface, les silicates et les roches en surface de Vénus sont très chaudes, mais restent quand même meubles et solides. On voit que la sonde ne s'est pas enfoncée. Par contre, la chaleur a pour effet de multiplier les échanges gazeux entre la roche et l'atmosphère. Il existe des cycles chimiques qu'on appelle des cycles thermochimiques entre une roche très chaude et le gaz. C'est-à-dire qu'en particulier, le dioxyde de soufre, dont on parlait tout à l'heure pour les volcans, se recycle très facilement avec la pyrite et un certain nombre de roches où il y a des composés soufrés. On s'aperçoit qu'il y a des réactions d'équilibre chimique entre la roche chauffée et le gaz. Et on pense qu'il y a un certain nombre de gaz atmosphériques de Vénus dont la proportion actuelle est régie par ces échanges avec la roche chauffée. Voilà. Ça marche beaucoup mieux quand la roche est chaude que quand elle est à température comme sur Terre. Mais mis à part ça, elle n'est pas fluide, il n'y a pas de lave, on n'a pas mesuré cela, malheureusement. On aimerait bien avoir cela. Moi, j'aimerais poser deux petites questions. Dans les années 80, les Russes avaient envoyé les sondes Vega, je pense, déposer, en allant vers la comète de lait, déposer des ballons. Oui. Ça avait fonctionné, finalement, ces missions? Oui, tout à fait. Ça n'a pas été non plus très curieusement, parce que ça a été la première fois dans l'histoire de l'astronautique, et la seule à ce jour, où on a pu déployer des ballons aérostats dans une autre atmosphère que la Terre. Ça a été quand même un sacré succès astronautique. Le ballon a fonctionné pendant un jour vénusien et demi, donc 4 à 5 jours de superrotation, un jour de l'atmosphère, hein, pas le jour de la planète. Et il a mesuré pression et température, transmis à l'orbiteur Vega, qui n'était pas un orbiteur, en fait c'était une sonde de passage, donc ça n'a pu marcher de toute façon que le temps que la sonde passe près de la planète. Fly-by, comme on dit dans notre jargon. Et les deux ont fonctionné. On a pu mesurer leur différence de hauteur avec la chaleur, selon que ce soit le côté jour ou le côté nuit. Voilà. Et je pense que c'est typiquement le genre d'expérience qu'il faudrait renouveler. Je vous ai montré une image possible de ballon de l'Agence spatiale européenne, avec sa gondole d'instruments scientifiques, parce qu'on pense qu'un des processus qui maintiennent en fonctionnement cette superrotation de l'atmosphère tout entière, ce sont dans les phénomènes à très petite échelle, qu'on en a peut-être des explications, des transports d'énergie qui sont assurés de haut en bas par des phénomènes ondulatoires dans l'atmosphère, des changements de température sur des échelles assez courtes, pas des échelles de très grande taille. Et ça ne pourrait se mesurer qu'avec des ballons aérostatiques comme cela. Et peut-être une dernière question, j'ai le micro donc j'en profite. Clairement, il y a des missions martiennes tous les 2 ans. On sait qu'il n'y en a pas de prévu. Il y en a une qui part dans quelques jours. Ça, c'est parce qu'on en a parlé dans la voiture. Ouais, c'est ça. Et pourquoi Vénus, il y a aussi peu de missions? Et est-ce qu'on peut rêver un jour d'avoir une mission qui va nous faire découvrir les paysages martiens, où on verrait les chaînes de montagnes et tout ce qui va avec, autre que des missions au-delà des nuages? Je reprends un peu la question, c'est la question que posait monsieur, qu'il y a finalement on ne sait pas grand-chose, puis en plus on n'a pas l'impression qu'on apprend des choses nouvelles. Voilà, donc il faut qu'on arrive à épicer un petit peu, je dirais, c'est un mot anglais, le spice up, de relever un peu l'intérêt pour cette planète. J'ai l'impression que ce qui refroidit un peu, c'est le cas de le dire, l'idée d'explorer Vénus, c'est que ça paraît inhospitalier. On a l'impression qu'on vivrait mieux sur Mars que sur Vénus. Mais je peux vous dire d'avance que ça sera difficile aussi sur Mars. Et curieusement, les gens rechigneraient à passer 1 an en Antarctique et trouveraient bien d'aller explorer Mars, alors que c'est bien plus inhospitalier que l'Antarctique, si vous voulez. Est-ce que justement un des problèmes avec Vénus, c'est qu'on pense qu'il y a pu y avoir de la vie sur Mars, peut-être pas du tout sur Vénus, et donc c'est peut-être pour ça que les agences spatiales sont plus intéressées d'envoyer des sondes vers Mars. Alors vous pensez que le fait de trouver de la vie est un facteur les plus critiques, quoi. C'est-à-dire que c'est ça qui va peut-être faire que, au bout du compte, on a l'impression que le grand public s'y intéressera plus, ou que
C'est peut-être un peu ça. Je pense que c'est une motivation importante, en tout cas. D'ailleurs, on entend ça aussi pour les exoplanètes. On dit on va peut-être trouver une Terre, une exoterre. Oui, vous avez raison. C'est pour ça que moi, j'essaie de trouver l'angle de mettre des grands zeppelins, des grands aérostats un peu au-dessus des nuages. En plus, ça serait joli. On aurait l'impression d'être en avion en permanence. Ça, oui, c'est clair que les sondes spatiales... Alors vous avez, là je me fais l'avocat du diable et vous avez raison, c'est ce qui est souvent reproché aux missions au sol de Vénus, c'est qu'elles vont durer au maximum que 2 heures ou 3 heures avant que les instruments ne cessent de fonctionner à cause de la chaleur. Voilà. Ça c'est un problème qu'on ne sait pas résoudre. Je dis c'est au sens belge du terme savoir, c'est-à-dire pouvoir, on ne peut pas résoudre. Merci. Voilà, je pense qu'on pourrait continuer toute la nuit, on va arrêter là. Merci infiniment. Merci. Merci.